Allez, comme promis, l'heure est maintenant venue de rentrer dans la gestion avec cette édition spéciale sur les produits de la gamme Climat de CPR AM. Avec nous, il est gérant obligataire crédit, Antoine Petit. Et face à vous, Antoine, votre camarade qui est lui en charge de la partie action thématique, Gaël Delamorlée. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer d'être très pédagogique et d'être très pratique. Je commence avec vous, Antoine. Je voudrais qu'on refasse un point sur, on dit, la gamme climat. C'est quoi la gamme climat sur la partie taux? Alors, la gamme climat sur la partie taux, elle a commencé en mars 2021 avec le lancement de notre fonds flagship crédit toute maturité, qui est CPR Invest Bonds Euro, aujourd'hui qui fait 690 millions d'euros. Et ensuite, on a élargi cette gamme avec le lancement de fonds à maturité. On a lancé 3 fonds à maturité sur la dernière année et demie passée. Et on a enfin étendu également cette méthodologie, cette gamme climat, à un fonds de trésorerie, trésorerie longue de placement de 6 mois. Ok, donc si je regarde aujourd'hui, il y a eu des fonds datés qui sont fermés, il y a le flagship qui est un généraliste, un fonds comptable. J'ai quand même une question, parce qu'il y a de cela quelques instants, on discutait avec Noémie qui nous expliquait sa méthodologie en 5 points. Quand je dis sa méthodologie, la méthodologie maison. Cette méthodologie, elle est appliquée sur la partie taux, parce que autant sur la partie action, je la vois bien, sur la partie taux, je me dis, tiens, comment ça se passe exactement? En fait, c'est vraiment, donc il y a la gamme climat qui a été initiée du côté action, et nous, ce qu'on a fait de la partie taux, on a vraiment appliqué la même méthodologie, les mêmes philosophies, les mêmes filtres, c'est-à-dire on prend tous les secteurs, tous les émetteurs dans notre univers d'investissement qu'on va filtrer, et en fait on va construire un portefeuille avec les meilleurs élèves au sein de chaque secteur. Donc l'idée c'est d'avoir le peu de biais sectoriels dans le portefeuille, et en fait on va construire un portefeuille avec les meilleurs élèves sur les notes CDP, ESG. Ok. Juste si on regarde la première étape, où elle nous expliquait tout à l'heure qu'on sortait les industries fossiles, les gens qui avaient un mauvais comportement, etc. Ça vous fait sortir beaucoup de votre univers? Alors on a une approche qui est effectivement stricte. On part d'un univers qui est malgré tout très large, parce que le crédit euro de haute qualité, c'est à plus de 3 trilliards d'euros, à environ 800 émetteurs et 4000 souches. Et en fait, sur cet univers-là, on va filtrer entre 40 et 50%. Donc effectivement, on enlève 40 à 50% de notre univers. Et ça devient notre univers investissable, ce qui est assez strict, mais qui donne aussi du crédit à cette stratégie. Ok, Gaël, maintenant on regarde du côté des actions. Le mouvement avait été initié de ce côté-là? Exactement. Dès 2018, on a lancé le fonds Climate Action chez CPR avec le partenariat avec le CDP, qui nous aide donc finalement à mesurer la performance climatique des sociétés. Et avec ce partenariat CDP, on a progressivement construit des portefeuilles qui visent globalement à décarboner progressivement nos investissements. Donc ça, c'était le premier? C'était un international? C'était un fonds mondial, tout à fait, Climate Action, et il a été suivi par son petit frère sur la zone euro, Climate Action Euro. Ok. Il pèse combien à peu près les... Le premier, donc le flagship, est à plus de 2 milliards aujourd'hui. Et le Climate Action Euro est plus petit aujourd'hui, 350 millions. Ok, je reste avec vous. 2 produits, donc un zone euro, un monde. Et je reste sur la méthode, puisque j'ai dit il y a de cela quelques instants que j'aurai le plaisir de vous avoir en plateau et que j'allais vérifier en pratique les conséquences de ce que m'avait dit Noémie il y a de cela quelques instants. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des différences en termes de périmètre d'investissement une fois qu'on a passé les 2 premières étapes de la méthodologie? Étape numéro 1, on sort ce qui est inacceptable. Et étape numéro 2, on se focalise sur les secteurs sur lesquels il y a du travail à faire. Alors c'est un travail de gestion très traditionnel une fois qu'on a passé ces étapes, mais ces étapes, encore une fois, c'est pas une contrainte qu'on se fixe, c'est un choix délibéré qu'on fait d'aller vers une gestion qui va s'occuper des entreprises dont l'ambition est de décarboner progressivement leur activité. Et pour revenir très spécifiquement sur l'exclusion des secteurs que vous évoquiez, le sujet, par exemple, de l'exclusion des énergies fossiles, il est lié plus au label auquel les fonds adhèrent. Et donc le label exclut de facto les énergies fossiles, on ne les intègre pas, alors que ce sont pourtant des sociétés dont les émissions sont très importantes
et dont il faudra un jour s'occuper pour rentrer dans le rang et s'aligner avec les objectifs de décarbonation de l'économie. D'accord. Aujourd'hui, les activités dans les périmètres sur lesquels on doit progresser, on évoquait tout à l'heure l'agriculture, l'industrie, etc., avec Noémie, ça pèse combien dans les secteurs, dans les indices? Il y a des différences entre le monde et l'Europe? Alors, il n'y a pas nécessairement de différence en termes de secteur. Par contre, il y a une différence dans la façon dont les entreprises répondent aux enquêtes, notamment du CDP. C'est-à-dire, pour parler très concrètement, une entreprise qui va fabriquer du ciment, ça sera la même en Inde, aux États-Unis ou en Europe. Par contre, la société européenne aura déjà répondu au questionnaire CDP, l'entreprise américaine probablement, l'entreprise indienne certainement pas. Donc on ne va pas pouvoir du tout investir sur l'entreprise indienne. On pourra éventuellement s'intéresser à l'américaine et on regardera de beaucoup plus près l'entreprise européenne. Je viens vers vous maintenant. Antoine, je voudrais qu'on regarde le flagship, donc le fonds Climate Bond. Vous m'avez dit que c'est un fonds généraliste, donc déjà il y a quoi comme indice de référence? Alors son indice de référence, c'est le Bloomberg Euro Aggregate Corporate. C'est un indice classique de place. Qui est donc très représentatif du marché du crédit euro, donc libellé avec des émissions libellées en euros. Donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'on peut avoir des émetteurs qui ne... On peut avoir un Chinois qui émet sur un marché européen. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais on peut avoir par exemple des boîtes US, voilà. On peut avoir. Donc en tout cas, c'est pas la nationalité de l'émetteur qui compte, c'est l'émission, la devise émission. Exactement. Même si c'est essentiellement euro et zone euro. Europe et zone euro. Donc effectivement, c'est un fonds qui est à dominante investment grade, donc de haute qualité. C'est un fonds qui est flexible et actif en termes de stratégie, ça c'est important de le souligner. Donc en fait, on va appliquer notre méthodologie climat, on va choisir les émetteurs les mieux engagés sur la trajectoire d'une réduction carbone, mais en étant sélectif et en essayant d'être actif en termes de gestion, aussi bien sectoriel que sur les paris de duration. On a vraiment des curseurs qui sont assez larges. On peut faire du haut rendement aussi, donc c'est-à-dire en dessous du marché de haute qualité. Il y a des émetteurs qui ont un rendement qui est supérieur, enfin qui ont des obligations avec un rendement supérieur, mais bien sûr aussi un risque qui va de pair. Et on va pouvoir intégrer ce segment de marché dans notre portefeuille à hauteur de 40% maximum. Sachant que c'est flexible, aujourd'hui on est à 20%, mais c'est quelque chose qu'on peut faire varier. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé tout à l'heure avec Noémie, parce que on parlait de l'approche générale, mais il y a un sujet qui vous concerne tout particulièrement, c'est quand on pense climat, quand on pense obligations, on pense green bonds. C'est un fonds de green bonds ou pas? Alors effectivement, il y a une spécificité au monde obligataire, c'est que dans le marché, on a à peu près 800 émetteurs et on a 4000 titres. Donc pour un émetteur, on va avoir plusieurs obligations. Donc il y a deux possibilités de faire un fonds ESG climat de façon assez large. Soit on se focalise sur les émissions, soit on se focalise sur les émetteurs. Ça, c'est vraiment propre aux obligations, au marché obligataire. Nous, on reste sur le marché, on regarde les émetteurs. Comme on fait sur le côté action, on regarde les émetteurs, ce qui fait qu'on a une approche vraiment sur le bilan carbone et sur les engagements des entreprises plutôt que sur les souches. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, sur les green bonds, les obligations vertes, c'est un segment déjà qui a grossi, mais qui reste assez petit en termes de taille. C'est à peu près 15% du marché du crédit euro. Est-ce que c'est pas super cher? Parce que moi j'ai un peu le sentiment que tout le monde se dit bon allez, le truc le plus simple pour montrer qu'on est propre, c'est on met des green bonds. On dit aux clients qu'on a mis du green bonds, donc c'est bien la preuve qu'on est bien. Et du coup la demande est relativement importante. Et si la demande sur un marché obligataire elle est importante, les taux ils ont tendance à baisser. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un marché qui est moins diversifié, il y a des secteurs qui sont plus représentés, et on a un marché qui est plus petit, qui est effectivement, il y a moins de rendement, surtout si on regarde sur la partie double B, donc la partie haut rendement du marché, il y a moins de profondeur de marché, ce qui fait que si on devait constituer un portefeuille uniquement de green bonds, on aurait un portefeuille moins diversifié, avec moins de marge de manœuvre, un rendement qui serait sûrement plus faible. Et on serait moins flexible. Le portefeuille est flexible, on peut vraiment ajuster. D'accord, donc vous en avez, mais c'est pas. On en a. Vous n'êtes pas contraint d'en avoir dans le portefeuille. Non. Vous pouvez acheter une obligation traditionnelle. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des green bonds. C'est ça. Dans les faits, on en a à peu près 20%, ce qui est un peu plus que le marché, mais quand un émetteur vient sur le marché primaire, c'est toujours un petit plus si c'est un green bond, et puis ça permet aussi d'avoir des informations sur ce que veut faire l'émetteur. Donc ça donne des informations, c'est l'occasion pour nous de se
poser la question de pourquoi il vient lever la dette, quels sont ses engagements, mais on peut ou ne pas faire. Et puis effectivement, il peut y avoir une prime négative sur certains titres verts, donc certaines obligations vertes. Avant qu'on rentre dans le détail de ce que vous faites aujourd'hui en gestion, je voudrais encore retraiter un petit point d'un point de vue méthodologique. On parlait tout à l'heure avec Arnaud de la solution ou de la transition. Ces produits-là, c'est des produits solutions, c'est des produits transition? Pour les actions, c'est essentiellement de la transition. On vise à décarboner l'économie, et donc on passe par les entreprises, et ces entreprises émettrices, il faut qu'elles décarbonent leur trajectoire. Vous, sur la partie taux, pareil, c'est de la transition? Pareil, exactement. Ok, ça m'amène une autre question financière. Maintenant, est-ce que dans la construction des portefeuilles, dans les choix et dans la méthodologie, il y a une analyse du risque par rapport aux indices de référence, notamment sur les produits solutions? Il y a quand même quelques investisseurs qui ont eu quelques mauvaises nouvelles parce qu'il y avait quand même des biais sectoriels qui étaient des biais majeurs. Et on pouvait se retrouver à être surperformant très largement ou sous-performant très largement. Est-ce que dans la construction de ce que vous faites, il y a toujours un travail de gestion du risque pour pas trop s'éloigner des indices, Gaël? Alors, on ne cherche pas à s'éloigner ou pas des indices, on gère une tracking error, donc un delta de performance par rapport à l'indice au quotidien, dans la construction du portefeuille, et on le suit régulièrement. On investit principalement dans des sociétés de transition, et on regarde les sociétés de solutions dès lors qu'elles sont rentables et qu'elles apportent un plus finalement au portefeuille, mais d'un point de vue financier également. Quid sur la partie obligataire? Sur la partie obligataire, on est essentiellement sur des émetteurs qui sont en transition plutôt que des émetteurs de solutions. Lorsqu'on construit un portefeuille, on est vraiment très diversifié. On a à peu près 175 émetteurs en portefeuille, donc vraiment on est très granulaire. Et l'idée, c'est de capter le portage, le niveau de portage qu'on s'est fixé, donc le rendement, mais en évitant les risques spécifiques sur un émetteur. Donc on va pas vraiment être exposé aux émetteurs qui sont de solutions, puisque déjà il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins, je pense, dans le marché du crédit que dans le marché action. Et en termes de construction de portefeuille, on va être flexible sur les secteurs, mais au niveau des émetteurs, on va toujours être très regardant sur les pondérations qu'on met. Allez, vous n'avez cessé de me dire que vous êtes flexible, donc je vais voir si vous êtes souple. Aujourd'hui, juste alors, on va faire de la tambouille mathématique obligataire, parce que le marché obligataire n'est pas forcément le plus simple. Donc déjà, première question, tout simple, vous m'avez dit que votre indice de référence, c'était un Bloomberg Aggregate. Grosso modo, c'est quelle maturité cet indice? C'est plutôt du court, c'est plutôt du moyen, c'est plutôt du long? Alors c'est tout le marché, mais en moyenne, on tourne autour de 4 à 5 ans en moyenne. Mais il peut y avoir des maturités beaucoup plus longues. Mais il a une duration de 4,5. Ah, ok, une duration de 4,5. Vous, aujourd'hui, dans la gestion, vous faites le choix de quoi? Parce que c'est intéressant, ça nous permet de voir un peu vos anticipations sur ce qui se passe sur le marché des taux. On a dans 2 jours le 12 la BCE qui va parler. Vous, aujourd'hui, vous avez plutôt tendance à être un peu surexposé, un peu sous-exposé. Quels sont vos choix? Alors aujourd'hui, on est un peu surexposé. Je pense que pour illustrer le côté flexible, c'est de dire aussi qu'il y a 2 ans, on avait eu une duration de portefeuille qui était aux alentours de 2,5-3, ce qui illustre quand même un biais important par rapport à l'indice. Aujourd'hui, on est plutôt légèrement surexposé, sur la partie courte des taux, et en étant plus défensif sur la partie longue. Donc, en fait, en jouant un mouvement de quantification de courbe des taux, qui a bien marché en fait depuis le début de l'année, puisqu'en fait on anticipe plutôt des baisses de taux sur la partie courte, même si la partie longue devrait en bénéficier un petit peu. Mais donc nous, comment on se différencie de notre indice sur la partie taux, du moins, voilà, on va pouvoir ajuster avec des dérivés, avec des futurs, pour se positionner comme on veut, en ligne avec nos scénarios. C'est-à-dire donc un peu plus long que l'indice. Donc on a 0,5 de sensibilité taux en plus que notre indice aujourd'hui, ce qui est pas énorme en fait en relatif, mais ce qui marque non, mais ce qui est un choix de gestion. Quand on est sous-exposé, ça marque un choix de gestion. Quand on est surexposé, ça veut dire que vous considérez qu'il y a un potentiel de baisse des taux, aujourd'hui sur le marché européen. Là encore, je creuse pour comprendre le produit. Donc tout ça, vous le faites avec des émetteurs qui ont été sélectionnés en respectant les critères. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous aviez la possibilité de mettre du high yield.
à côté de l'investment grade, donc des titres plus rentables mais plus risqués. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tendance à ne pas privilégier cette classe d'actifs? Quels sont vos choix? Alors aujourd'hui, on est un peu entre deux. On est aux alentours de 20% de high yield. Alors c'est une classe d'actifs qu'on a privilégiée. En fait, depuis le lancement du fonds, on a été plus élevé à certains moments, mais c'est une classe d'actifs qui offre un niveau de rendement qui est attractif. C'est aussi un segment sur lequel il peut y avoir des inefficiences de marché, puisqu'on a la frontière entre le haut rendement et la haute qualité. Donc, on est plutôt à l'aise sur ce segment. On va par contre être assez sélectif sur les secteurs. Typiquement, on va retrouver dans notre allocation sectorielle au rendement de la dette subordonnée bancaire, de la dette subordonnée d'entreprises corporate également. Et on va plutôt être prudent sur le bas du haut rendement, puisqu'on est quand même dans une phase de cycle un peu plus compliquée. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sélectionner les émetteurs qui sont les plus solides, mais qui vont émettre des titres plus juniors en termes de seniorité, et donc avec un coupon plus élevé, ce qui offre un niveau de portage attractif pour le portefeuille. Ok, on regarde maintenant, Gaël, ce qui se passe du côté des actions. Alors, le clin d'œil toujours, c'est que quand on parle taux, on parle au matheux. Quand on parle action, on a les littéraires parce qu'on peut raconter des histoires d'entreprises. Donc maintenant, on va quitter le bac L pour le passer le bac C. Je suis désolé, ça n'existe plus, mais j'ai plus 20 ans. Gaël, sur la partie action, quels sont les secteurs qui ont le plus je peux les appeler les secteurs sales qui doivent progresser ou pas? On va parler de secteurs sales. Il faut parler de secteurs dont le potentiel de décarbonation est le plus important. Alors, quels sont dans les secteurs dont le potentiel de décarbonation est le plus important, ceux qui vous intéressent aujourd'hui le plus, à la fois sur le produit européen ou à la fois sur le produit mondial? Je vais vous donner deux exemples pour illustrer mon propos. Le premier, au niveau mondial et aux États-Unis, c'est une société qui s'appelle Waste Management. Ils ont à peu près un quart du business de la collecte de déchets. Et leur objectif, c'est d'arriver à trier le mieux possible leurs déchets. Et dans les choses qu'ils ont fait et qui sont un net progrès, vous savez que dans nos déchets, il y a une grande partie de déchets alimentaires. Et ces déchets alimentaires, quand on les met en décharge, ils se décomposent et ils émettent du méthane. Et le méthane, c'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant 80 fois plus important que le CO2. Waste Management est en train d'installer dans la totalité de ses décharges des solutions de captage de ce méthane. Et donc, ça va contribuer sensiblement à la décarbonation de cet émetteur. On regarde sur la zone euro. Sur la zone euro, pour changer un peu, je vais vous donner une société de solutions. On a en portefeuille une société française, Schneider Electric, qui a comme objectif en 2025 de vendre 80% de ses produits qui vont apporter une solution à ses clients de décarbonation de leur activité sans que cette solution n'ait d'impact sur le climat. Ok, parfait. Noémie nous disait il y a de cela quelques instants que l'important c'était d'avoir des méthodologies, rendre des comptes, donc de faire du reporting. C'est-à-dire que je suis allé sur le site avant cette émission pour faire du reporting. J'ai vu que sur le mondial, les premières positions c'était Microsoft et Nvidia. Exactement. Donc l'indice de référence c'est le MSCI World et dont ces deux sociétés, Microsoft et Nvidia, font partie. Ce sont deux sociétés qui ont elles aussi une trajectoire de décarbonation à suivre. Très concrètement, pour Microsoft, il s'agit de décarboner tous les éléments énergétiques finalement qui contribuent à l'activité de la société. Et pour Nvidia, quelque part, c'est presque une valeur solution parce qu'aujourd'hui, pour traiter de l'information, on utilise des puces GPU qui à l'origine étaient conçues pour le jeu vidéo, mais qui sont capables de traiter plus efficacement d'un point de vue énergétique l'information. Vive le gaming. Au-delà de ça, on parlait du sujet de l'engagement. C'est une vraie préoccupation pour nous. Donc vous avez compris donc dans notre méthodologie que si les sociétés ne répondaient pas, par exemple, au questionnaire CDP, eh bien on ne pouvait plus les avoir en portefeuille. C'est le cas de Microsoft. On se demande s'ils ont raté la marche cette année ou pas. Toujours est-il qu'ils n'ont pas renvoyé leur questionnaire pour l'année 2024 et qu'on se retrouve face à un dilemme. Que fait-on avec Microsoft? Donc on se dit qu'on est prêt à aller sonner les Indiens. On n'est pas prêt forcément à aller sonner les Indiens, mais Microsoft, ça serait quand même pas mal qu'ils répondent. Microsoft, alors on va pas sauver Microsoft, on va demander à Microsoft, et donc on a entamé avec Amundi, évidemment, qui pèse beaucoup plus lourd que nous, on a entamé une démarche d'engagement vis-à-vis du groupe pour comprendre quelle va être leur politique par rapport à ce questionnaire CDP. Si ils persistent dans le fait de ne plus répondre à ce questionnaire, on devra les sortir du portefeuille. L'ambition générale de cette gamme, c'est quoi? C'est d'égaler ou c'est de battre les indices? Sur le fond, il y a toujours eu de grands débats là-dessus. C'est est-ce que on cherche à faire mieux que les indices, quitte à parfois faire beaucoup moins
mais en disant on démontre qu'on a un impact, ou est-ce qu'on gère pour pouvoir faire finalement comme un fonds traditionnel? La position sur la partie taux, c'est quoi? La position sur la partie taux, c'est on applique une méthodologie climat qui est exigeante, qui est stricte, mais l'idée, ce n'est de ne pas sacrifier la performance financière au détriment de cet engagement. D'accord, même approche chez vous? C'est la même chose. Alors maintenant, si c'est ça maintenant, on va regarder les résultats. On commence avec vous sur la partie action. Si on regarde les résultats par rapport aux indices de référence... Sur le fonds Monde, par exemple, depuis la création du fonds, la performance est de plus de 90%. C'est légèrement en deçà de l'indice de référence, le MSCI World, mais avec cet objectif de n'investir que dans des sociétés qui ont une trajectoire carbone validée. Et quand on regarde la légère sous-performance, donc les causes, c'est quoi? C'est des choix de gestion? C'est des choix de valeur? C'est essentiellement des configurations de marché qui nous sont défavorables. Un exemple très simple, l'année dernière, les Magnificent Seven ont connu une année exceptionnelle. Évidemment, on n'a pas pu suivre cette performance parce qu'il y a un certain nombre de ces valeurs dans lesquelles on ne peut pas investir parce qu'elles ne répondent pas au questionnaire CDP, parce qu'elles ne sont pas alignées avec une trajectoire de décarbonation crédible. Ok, donc ça vous limite votre univers d'investissement et donc vous avez des boîtes. C'est un choix. Vous avez des boîtes dans l'indice qui ne peuvent pas être intégrées dans le portefeuille. Si on regarde les performances annuelles du flagship Climate Bond, ça donne quoi? Donc il a été lancé en mars 2021, donc il va bientôt avoir 4 ans en début d'année prochaine. Il s'est plutôt bien comporté puisqu'on a surperformé notre indice de référence chacune de ces années, là, les 3 dernières années, dans des configurations de marché qui étaient très différentes, puisque on est sorti du Covid, 2022, hausse des taux, environnement spectaculaire dans le monde obligataire, puis après resserrement de spread, des primes de crédit. Donc malgré ces différentes phases de marché avec des hausses de taux, des réductions de spread, des événements crédits qui ont touché certains secteurs, on a surperformé chaque année. Et donc cette année, par exemple, on est aux alentours de 5,7% en performance nette depuis le début de l'année, contre un indice qui est aux alentours de 5,1%. Donc on a 60 points de base de surperformance. Ok, dernière petite question, comme ça que j'ai envie de vous poser là-dessus, à laquelle je vous demanderai de vouloir me répondre en toute humilité. C'est quoi? C'est lié à l'univers d'investissement ou c'est lié au travail des équipes de gestion? Alors, je pense pas que ce soit lié à l'univers d'investissement parce qu'il est plus restreint et on n'a pas vraiment de biais sectoriel de par notre construction d'univers avec notre CDP. Disons qu'on a eu les bons positionnements. Donc, on a été plutôt prudent sur les taux sur 2021, un peu sur 2022. Bon, on n'a pas réussi à en absolu à compenser la hausse des taux en 2022. Après, on était aussi surexposé sur la partie crédit, la partie au rendement, ce qui est un pari qui a bien marché depuis 1 an et demi en fait, et qui a généré la surperformance pour le portefeuille. Ouais. Allez, du coup, par gourmandise, je vais poser une dernière petite question. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez lancé des fonds datés qui aujourd'hui sont fermés. Vous m'avez dit qu'aujourd'hui vous étiez un peu surexposé en termes de duration, donc ça veut dire que vous anticipez une baisse des taux. Est-ce que ça veut dire que les fonds datés traditionnels sur l'investissement, le corporate, c'est terminé et qu'il va falloir faire autre chose à l'avenir? Non, justement pas, puisque maintenant avec, en fait, on retrouve une pente des taux qui est plus pentue. En fait, on avait une pente des taux qui était complètement aplatie, donc qui donnait quand même peu d'intérêt à aller se positionner sur du 5 ans quand on avait le même rendement sur du 1 an. Bon, malgré tout, il y a un risque de réinvestissement quand on fait du court terme, puisque on anticipe des taux qui vont baisser. Donc, dans 1 an, si vous devez réinvestir votre argent, vous aurez des taux qui seront plus faibles. Donc on a quand même intérêt à aller chercher des maturités un peu plus longues, aux alentours entre 5 et 7 ans. La courbe des taux est plus pentue et puis vous limitez le risque d'investissement. Donc en fait, c'est un intérêt de lancer des fonds à maturité. D'ailleurs, on va continuer on a lancé donc 3 fonds à maturité qui sont désormais fermés et qui étaient très innovants sur le climat. Et on va compléter cette gamme avec le lancement d'un fonds fin février, qui sera à dominante haut rendement. Donc on aura aux alentours de entre 70-80% de haut rendement et le reste de investment grade, toujours sur l'euro, avec la même méthodologie climat. Et donc ça, c'est un fonds à maturité fin février qui sera lancé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et d'avoir ouvert le capot des gestions climat. Merci à vous également. L'année n'est pas tout à fait terminée pour nous.
puisqu'on se retrouvera jeudi pour une émission spéciale où j'aurai le plaisir de refaire le monde avec mes confrères Aurélie Fardeau, Cédric Decoeur et Jérémy Gatignol. Salut, à jeudi.